Yves Lefebvre, quand vous voyez ces images, votre réaction? Je pense que nous avons eu raison avant l'heure et que ce maintien de l'ordre va être très très difficile. Messieurs, je suis particulièrement interpellé par la haie d'honneur qui est faite au Black Bloc. Ouais, on a vu que, enfin, on n'a pas vu l'image encore, mais les Black Blocs qui ont été applaudis à leur passage. Elle est rapportée également par d'autres médias. Je viens de recevoir un message qui le confirme. Nos journalistes sur place également nous le confirment. C'est ce qui m'inquiète. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est en train de légitimer un mouvement que moi je considère comme un mouvement terroriste, et je pèse mes mots, les Black Blocs, parce que les Black Blocs viennent là pour quoi faire? Ils viennent pour tuer du flic et pour casser des banques, tout ce qui correspond, je dirais, à une représentation du capitalisme. Moi, les Black Blocs, pour moi, ce sont les descendants des Brigades Rouges, de la bande à Bader, voire même peut-être de l'ETA sous un certain format. Donc, ces gens-là, c'est ça le problème, c'est qu'on est aujourd'hui, on n'a pas... Il y aura certainement du monde cet après-midi, sans doute plus que l'an dernier, le même jour. Mais on a cette forme de violence aujourd'hui affichée, de ce soutien à cette violence qui me fait craindre le pire pour mes collègues des policiers. Pour vos collègues aussi et pour les gens qui décidaient de manifester, puisque les Black Blocs, on le sait, leur stratégie c'est de s'abriter derrière les cortèges et c'est difficile de les identifier, on en a déjà parlé. Quelles consignes sont données aux policiers sur place? Les consignes données aux policiers, vous savez, c'est qu'à un moment donné, la charge sans avoir lieu, il n'y aura pas de discernement. Donc nous, ce qu'on attend, la consigne, elle est plus donnée aux services d'ordre des organisations syndicales, des confédérations syndicales. Moi, je leur ai jamais demandé, je leur demanderai jamais de collaborer. Je leur demande simplement de faire preuve. Vous regrettez que le ministre de l'Intérieur l'ait fait? Non, absolument pas. Il faut pas collaborer. Il faut simplement qu'ils fassent preuve aujourd'hui d'infiltrage, d'empêcher que les Black Blocs puissent venir se retrancher au sein même des manifestants pacifiques qui représentent l'immense majorité des gens dans la rue aujourd'hui. Parce que si c'est le cas, il n'y a plus grand-chose à faire. Si c'est le cas, il n'y a plus grand-chose à faire. Mais là, c'est vraiment le chaos. Parce qu'à ce moment-là, il va falloir charger. Nous, on va charger. Mes collègues sur le terrain vont charger. Et malheureusement, il y aura des dégâts collatéraux qui seront provoqués justement par là, je dirais, la porosité du service d'ordre. Il y a eu des interpellations préventives. 3700, c'était donc la stratégie de mettre des stratégies de bloquer en amont. Que faire se peut, ouais. Apparemment, ça, bien sûr, on ne peut pas contrôler tout le monde. On ne va pas arriver au risque zéro, mais vous savez, nous, depuis le début, dès lors il y a eu un commencement, je dirais, de radicalisation du mouvement, on avait demandé à mettre ce qu'on appelle le pré-service. Le pré-service, ce sont les contrôles, qui ont été, qui plus est, entérinés à travers la loi anti-casseurs. Et derrière, d'avoir une mobilité beaucoup plus réelle, qu'on soit plus dans ce carcan. Pour aller au contact, comme on dit. Voilà, pour aller au contact, et qu'on ne soit plus dans ce carcan ultra technocratique du maintien de l'ordre parisien qu'on a connu jusqu'au 16 mars au soir. Il fallait de la réactivité pour justement qu'on ne soit pas contraint à un moment donné de plus pouvoir faire le distinguo entre les manifestants légitimes et les casseurs. Confirmez que les consignes et la doctrine a réellement changé. Vous avez reçu, vos collègues ont reçu des consignes très fermes. Oui, tout à fait. Parce que pourquoi d'ailleurs, je m'en félicite. Bon, ça a pris du temps, parce qu'entre le 1er décembre et le 22 mars, ça a pris du temps. Mais enfin, unité GP Police Force Ouvrière a été écoutée par nos deux ministres de tutelle, Castaner, Nunez. Nous, on leur demandait quoi? Je l'ai dit, le pré-service, la capacité ensuite d'aller au contact beaucoup plus rapidement et la sectorisation, c'est-à-dire qu'on ait des zones dédiées au CRS, d'autres aux gendarmes mobiles et des troisièmes aux Ce qui veut dire que le gouvernement assume des risques de violence. Bien si évidemment. Vous allez au contact, il peut y avoir des blessés chez les manifestants ou chez vous. Mais tout à fait. Et le gouvernement l'assume. Et le gouvernement l'assume, bien évidemment. On sait que dès lors qu'on va aller au contact, il y a un risque potentiel de blessure pour les casseurs, accessoirement pour les manifestants pacifiques qui se trouveraient en bordure ou au milieu, et bien évidemment pour les forces de l'ordre. On a entendu aussi Laurent Nunez quand il parlait du risque de se retrouver dans la situation où Malik Oussekine avait été tué en 86. Éviter d'aller au contact pour éviter ce genre de drame, aujourd'hui c'est plus possible? Attention, ne confondrez pas l'expérience qui est la mienne de policier. J'étais bien évidemment déjà policier au moment de l'affaire Malik Oussekine. C'était les voltigeurs à l'époque. Les voltigeurs à la passoire, à moto. Ils descendaient à deux sur des motos de petites cylindrées d'ailleurs au demeurant. Et avec des grands bâtons de bois, on arrosait tout ce qui bougeait. Ça, pour nous, bien évidemment, c'est pas ma conception du maintien de l'ordre et ça ne le sera jamais. Parce que j'ai toujours considéré que cette méthode du maintien de l'ordre, cette façon de décliner le maintien de l'ordre, était contraire aux règles de notre République. C'est bien pour ça d'ailleurs que quand j'ai appris qu'il y avait des motos de mise à disposition, quelques dizaines de motards. J'en ai vu plein à Paris. Je me suis dit, oula, attention, halte au feu. Moi, j'ai de suite téléphoné à Laurent Nunez, à Christophe Castaner. Je me suis entretenu de ça avec Didier Lallemand. J'ai dit, moi, je ne cautionnerai jamais. Le préfet de police, nouveau préfet de police depuis le 20 mars, je crois. Le limogeage de Michel Delpech. De Michel Delpech.
J'ai attention à ce qu'on ne remette pas en place les voltigeurs. Non, les motards, de ce que j'en sais, de ce qu'on veut bien m'en dire pour l'instant, et j'ose espérer qu'on m'a dit la vérité, serviront à déplacer les forces pour pouvoir accéder plus vite sur des noyaux de regroupement. On ne parle plus des LBD. Est-ce que les forces de l'ordre ont toujours à disposition des LBD? Bien sûr. Voilà, et ils ont consigne de s'en servir éventuellement. Bien sûr, tout à fait, parce que notamment le 16 mars, il y a eu consigne de ne pas s'en servir. Vous avez vu la catastrophe. Vous savez, le LBD, il faut qu'on ait une autre réflexion sur le LBD. Moi, je suis pas pointé au LBD, hein, très loin s'en faut. Il n'y a pas un flic de France qui l'est. Hein. Nous, on est favorable parce que demain, on est une autre arme de létalité intermédiaire, parce que certains aussi. De létalité intermédiaire. Létalité intermédiaire, c'est-à-dire que ça peut être une arme létale, elle peut se transformer en arme létale en fonction de l'endroit où la personne va être visée. Faut pas jamais dire. Létal, ça veut dire mortel en français. Létal, ça veut dire mortel. De létalité intermédiaire, c'est que ça peut blesser grièvement et arriver à terme peut-être, à l'issue de ces malheureuses blessures graves, à la mort de la personne. Donc le LBD ne vous suffit pas, vous voulez plus... Non. Le LBD, moi je considère le LBD aujourd'hui, les organes de visée du LBD, la cartouche du LBD aujourd'hui n'est plus adaptée à la gestion du matériel. Il faut des cartouches plus offensives. Il faut non pas obligatoirement, il faut simplement qu'on ait un armement d'une létalité intermédiaire, je me répète, qui ait des organes de visée beaucoup plus adaptés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le LBD dans Qu'est-ce que ça veut dire, des organes de visée? Tout simplement, vous savez, aujourd'hui, vous allez avoir, entre le moment où vous allez déclencher à vos organes de visée, vous allez avoir une personne qui est debout, vous allez viser cette zone, qui est grosso modo la zone, on va dire, prévue à être visée avec la tir de LBD. Mais au moment où la personne va bouger. La personne va peut-être se replier sur elle-même. Et là, in fine, vous allez toucher quoi? Le visage. Le visage, entre autres. Et d'un autre côté aussi, que nous puissions avoir les organes de visée, c'est-à-dire que je m'entends par là savoir qu'on est la garantie qu'à un moment donné, on va atteindre la cible à l'endroit où on va. Des garanties de précision. Alors on voit, en même temps que vous parlez, on voit les images c'est un peu la confusion du côté de Montparnasse. On apprend aussi que du côté de la Rotonde, des lacrymogènes ont été tirés. Notre journaliste vient d'en faire les frais, donc on la retrouvera plus tard dans ce journal. Monsieur Lefebvre, il y avait aussi ces consignes qui ont été données par les Black Blocs sur les différents groupes sur les réseaux sociaux qui ont été créés, qui disaient qu'il fallait viser les genoux des policiers quand vous entendez ça, forcément, c'est pas le fait que ça existe sur Facebook déjà. Est-ce que c'est pas déjà là qu'est l'erreur? Là déjà il y a une erreur. Effectivement, là il y a une carence en la matière. C'est inacceptable que des réseaux sociaux, Facebook, puissent relayer ce genre de trucs. Il faudra effectivement là un blocage systématique au niveau de Facebook par rapport à ça. C'est ni plus ni moins que de l'incitation à la mutilation des forces de l'ordre. Mais on le sait très clairement, le Black Bloc, c'est pour ça que j'ose espérer finir par être entendu en la matière. Moi, je n'ai jamais fait d'amalgame entre le gilet jaune, que je croise, avec qui je converse, qui a encore des revendications légitimes, et le Black Bloc, et le gilet jaune radicalisé, qui est devenu un Black Bloc par sympathie. Il y a 3 cas de figure aujourd'hui, mais malheureusement, je crains que ceux qui sont dans les cortèges aujourd'hui, et qui ont fait les d'honneur, avec des porteurs de gilet jaune, soient ceux de la frange des gilets jaunes radicalisés. J'ai croisé un autre sur un plateau. Les ultra jaunes, comme a dit Christophe Castaner. J'ai croisé un gilet jaune bien connu, du Loiret, dans la mouvance gilet jaune, qui va se présenter aux européennes d'ailleurs, parce qu'ils ont déposé, je crois, la liste, qui lui m'a dit très clairement ce matin, il m'a dit, moi j'ai appelé à ne pas manifester aujourd'hui parce qu'on sait que le mouvement va être pollué par les Black Blocs. Le souci vient pas, c'est ce qu'avait dénoncé un de vos collègues de la justice sur les peines qui ont été infligées à ceux qui ont été mis en garde à vue. Il y a une seule personne qui a été condamnée, celle qui a appelé les policiers à se suicider, 8 mois de prison avec sursis. Avec sursis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est scandaleux. Pour moi, c'est une... La justice est passée très rapidement. La justice est passée très rapidement. Mais vous savez, bon, il a été interpellé. Il a été interpellé pas sur les faits. Il n'a pas été interpellé en flagrant délit. Il a été interpellé ultérieurement dans les jours qui ont suivi. Donc il est passé dans le cadre sauf erreur de ma part, dans le cadre d'une comparution immédiate. Oui. 8 mois de prison avec sursis. Imaginez-vous les époux, les épouses, les enfants, les parents, les amis, les collègues. Des 28 collègues sont policiers et du 3e gendarme qui a mis fin à ses jours hier à La Réunion. Quelle est aujourd'hui leur peine, leur scandale à ses familles, à ses amis, à ses gosses? Là-dessus, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour un slogan, c'est un... Alors, oui, mais c'est un slogan à incitation de meurtre. Absolument. Ou incitation de suicide. C'est un slogan, c'est pas n'importe quel slogan. Davantage pour un slogan. On pouvait. La preuve, en effet, c'est qu'il n'avait la capacité hier à prononcer une peine de prison ferme. Aujourd'hui, on ne dissuade plus les gens. Aujourd'hui, on met pas un frein à ce genre de choses. Pourquoi on en était rendu à prendre dans la loi anti-casseurs
l'interdiction administrative. C'est vrai qu'il n'est pas conforme à nos règles de constitution, mais qui pour moi s'imposait. Parce qu'on n'a pas de réponse pénale. Que le Conseil constitutionnel a cassé. Oui, mais pourquoi? Mais je vous coupe, monsieur. Il a quasiment légitimement cassé, mais il fallait une réponse pénale et interdiction de manifester décidée par un magistrat, ce qui n'est pas le cas. Non, mais c'est ça, tout à fait. Mais là, on est dans la violence verbale. Suicidez-vous, policier suicidé à moitié pardonné. Vous voyez, on n'a pas. Et pire, je crois que la personne interpellée dans le Lot-et-Garonne le dimanche qui a suivi, je sais même pas s'il a été traduit. Encore non, il est convoqué à une audience au mois de juillet. Donc, vous voyez, le problème il est là, c'est qu'aujourd'hui on a une fracture entre la justice et la police. Nous, on a besoin d'être soutenus. Nous, on n'est pas là pour régler une crise sociale ni une crise politique. Ça, je fais le reproche à Emmanuel Macron, qui s'est servi des forces de l'ordre comme d'une variable d'ajustement pour essayer de régler sa crise politique. Et nous, on est servi quasiment de bouc émissaire par rapport à ça. Et si la République tient aujourd'hui, moi je dis avec fierté, merci à mes collègues qui étaient sur le terrain. Emmanuel Macron et Christophe Castaner ont vite changé de doctrine quand ils ont vu que ça fonctionnait pas. Donc ils ont donné, vous avez dit, tous les policiers qu'on a entendus aujourd'hui disent qu'ils sont plutôt contents des nouvelles consignes, de la nouvelle doctrine. Moi, j'en suis le premier satisfait. J'ai été écouté de A jusqu'à Z là-dessus. Mais entre le 17 novembre, on fait grâce du 17 novembre, où c'était bon enfant, c'était des manifestations, je dirais, déconcentrées, on était autour des ronds-points, tout se passait. 1er décembre. 1er décembre, on demande d'urgence reçue dans la semaine qui suit. On est reçu le 5 décembre. 5 décembre, dans une période en plus de trêve, parce que nous étions en plein dans les élections professionnelles, dans la fonction publique, qui plus est au ministère de l'Intérieur. On est reçu, on impose notre patte sur le maintien de l'ordre du 6. Où le 8, in fine, ça se passe, il y a beaucoup de dégradation, mais il n'y a pas trop de blessés dans nos rangs, et on tient la route. Mais seul problème, c'est qu'entre le 8 et le 16 mars, il y a l'effet, bien évidemment, des fêtes de fin d'année, il y a moins de monde dans les cortèges, il y a moins de monde dans les manifestations. Mais la préfecture de police... Le changement de doctrine a trop tardé, vous dites. Mais derrière, si vous voulez, ce qui avait été décidé le 8 décembre n'a jamais été remis en place jusqu'au 23 mars. C'est-à-dire que la préfecture de police, on a décidé tout à fait autrement, et on était confronté à une problématique de ce que j'appelle... il a fallu attendre le changement de préfet. Il a fallu arriver au changement de préfet. Il y a eu, contrairement à ce que vous dites, Franck Omerga, il y a aussi des choses qui sont faites en amont, puisqu'il y a des enquêteurs, là je me tourne vers vous, Yves Lefebvre, qui est venu de tous horizons, qui travaillent depuis le mois de janvier, justement, sur les réseaux sociaux, notamment des cellules spéciales à la recherche de détails pour identifier les gilets jaunes violents. 15 cellules spéciales, c'est ça? Placées pour beaucoup d'entre elles sous l'autorité du directeur général de la sécurité intérieure, la DGSI, vous voyez, d'où quand j'insiste, je parle tout à l'heure de terrorisme politique. La sécurité intérieure. La sécurité intérieure, on est sous la même tutelle. Donc effectivement, ça travaille énormément et ça a permis entre autres aussi, il y a aussi le travail de fourmi du quotidien. Cette nuit dans le 10e arrondissement, un équipage de patrouille de police secours. Vous savez, ceux qu'on voit marqués 17, c'est-à-dire vraiment les hommes de terrain de la police nationale. Ceux qu'on oublie trop souvent d'ailleurs au demeurant, ont permis l'interpellation de 3 Black Blocs. Des Espagnols, c'est ça? Alors, au départ, on parlait d'essais de nuit. Moi, j'ai eu le message au moment de l'interpellation. On m'a parlé d'Espagnols. Après, on m'a parlé d'une Espagnole, 2 Allemands. Vous savez, ils n'ont jamais de pièce d'identité. Donc, on peut pas connaître réellement leur origine. Bon, ceci étant, on a trouvé un véritable arsenal dans leur voiture. On a vu les photos, Yves. Donc, ça prouve bien, effectivement, que là, on montait des essais de nuit en puissance. Quand je vois là les insultes qui étaient déclinées à l'encontre du président de la République, on voit que c'est les individus habillés tout de noir. Là aussi, on a du Black Bloc. Mais le Black Bloc, au départ, c'est une armée constituée, le Black Bloc. Et là, maintenant, on a l'effet sympathie du Black Bloc, avec les gilets jaunes qui se sont radicalisés, que moi j'appelle Black Bloc par sympathie. Et on voit là les drapeaux, puisque... Et ceux-là sont très difficiles. Mais effectivement, ceux-là sont très difficiles à appréhender. C'est des Black Blocs qui viennent des 4 coins de l'Europe? Mais bien sûr. C'est pour ça on en a lancé à peu près 2000. Christophe Castaner, dans son point presse hier, on parlait de 2000 recensés sur le territoire national, mais on n'arrive pas à recenser ce qui arrive. Oui, 2000 maxi, oui, effectivement. Mais on n'arrivait pas à avoir une prévision sur ce qui pouvait arriver à l'étranger. Donc, ça va être, et là, nous ne sommes qu'à 13h22. Sauf erreur de ma part, le début du cortège, c'est 14h30. 14h30. Il nous reste 1h07 avant le début du cortège. Donc, on risque aujourd'hui, c'est pas le phénomène de masse, c'est le phénomène de la violence. Et simplement aussi, le problème aujourd'hui, et là, je vais me tourner vers vous, cher monsieur, c'est que on est aujourd'hui aussi confronté à un manque des effectifs. C'est sûr. Et oui, mais sauf à dire que quand on a un gouvernement entre 2007 et 2012... J'ai l'impression qu'il veut dire que c'est Nicolas Sarkozy qui a supprimé un petit peu quand même, il nous a supprimé à peu près 8000 emplois. Je vais laisser... dont 1000 emplois chez les CRS.
Donc aujourd'hui, vous savez, CRS, il nous manque 1000 aujourd'hui sur le terrain. Nous aurions 1000 hommes ou femmes de plus, on gérait le maintien de l'ordre. Vous êtes un spécialiste du maintien de l'ordre, que vous inspirent les images que vous voyez. Vous avez l'impression, parce qu'il ne faut pas, les images sont parfois trompeuses, il ne faut pas tromper les téléspectateurs. Vous avez l'impression qu'on est dans une situation grave, pas très grave, intermédiaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pour moi, j'ai l'impression qu'on est dans une situation pour l'instant intermédiaire. Donc pour l'instant, c'est difficile parce que là on est dans la configuration. Entendons bien, on connaît tous et toutes la configuration. On est donc on doit les manifestants doivent avoir dans le dos Montparnasse. Là, on est vers la rotonde. Hein. Donc pas une artère particulièrement large non plus. Donc il y a un effet effectivement de masse. Maintenant, il va falloir voir. Moi, ce que je crains, c'est que je reviens à l'espace-temps. Hein. Là, nul n'est maître des horloges. Et je crains que plus on avance et plus ça se tende, notamment avec l'arrivée depuis, même avant 10 heures ce matin, on avait des manifestants. On sait que l'attente est génératrice de montée en puissance, et c'est peut-être un détail, mais il fait beau en plus aujourd'hui. C'est pas un détail. Vous avez mille fois raison. Donc moi, je suis pas là pour être alarmiste. Hein. Je pense qu'on est dans une situation intermédiaire et qu'on y verra un peu plus clair d'ici une heure. Ça chauffe pas mal. Ça chauffe. Je vais revoir ma position très vite. Ça chauffe. Je pense que ça chauffe parce que là, on n'est pas. Imaginez-vous, remettons-nous dans la situation de l'an dernier. L'an dernier, ça a commencé à dégénérer gravement. On était quand même arrivé aller aux 2 tiers de la manifestation, hein, quand on est à hauteur du Il était vers 16h, il me semble. Il était vers 16h. Oui. Non, c'est ça, cortège traditionnel, 14h30, 17h, donc vous voyez, on était aux 2 tiers. Là, on est à 1 heure du début du cortège. 1 heure du début du cortège, et là, ça devient véritablement problématique. C'est ce que vous disiez aussi, c'est que les gens attendent depuis ce matin, et donc ils ont l'effet euphorisant de la boisson, faut rappeler. Faut dire tout ce qui se passe dans ces cas-là, c'est ça, et puis, enfin, autant, a priori, hein, sauf à Besançon, d'après ce que je vous entendais tout à l'heure, mais en province, j'ai vu des images ce matin aussi de Toulouse, où ça avait l'air de globalement bien se passer à Toulouse. C'est sûr, mais on savait c'était Paris. Hein. Paris devait être quasiment. Paris est aujourd'hui le centre de l'Europe des Black Blocs, c'est très clair, ils l'ont annoncé, et aussi le point de convergence notamment des gilets jaunes radicalisés. Nous commente les images qu'on voit, Monsieur Lefebvre, on voit. On a un début de charge là, effectivement. Je n'ai pas bien vu si c'était mes collègues gendarmes mobiles ou les compagnies d'intervention parisiennes. Ce ne sont pas les CRS, ça c'est une certitude. Qui effectivement aujourd'hui tentent de tenir une position alors où nous sommes, qui ont envoyé des grenades lacrymogènes et qui aujourd'hui, j'ai un peu l'impression quand même sont un peu sur le reculoir. Il y a des colonnes de CRS qui sont disposées un peu partout. Oui, tout à fait. On a sectorisé Paris. Hein, il y a des secteurs dédiés aux CRS, d'autres aux gendarmes mobiles, aux escadrons de gendarmes mobiles, d'autres aux compagnies d'intervention. Vous voyez, là, on y va. C'est un black box. Et d'ici peu, on va voir de la voiture qui brûle. Et là, manifestement, ils ont reculé. Qui a reculé? Les forces de l'ordre. On les a vus avancer et reculer. D'après ce que j'ai vu, vous voyez. Une colonne de CRS. Ça part. Et ça, identifié, interpellé. Et là, c'est quoi les consignes alors pour les policiers à ce moment-là? Oui, pourquoi recule-t-il, puisque vous nous l'avez dit vous-même, je prolonge la question de Soria, vous nous l'avez dit vous-même, les consignes étaient plutôt d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, mais attention, là aussi on est au début. Le problème qu'il y a là, c'est qu'on a une confusion, un mélange entre la manifestation des organisations syndicales déclarées, des gilets jaunes, et on a des black blocs qui viennent, c'est ce qu'on craignait, qui viennent polluer tout autour, en s'étant infiltrés, et qui viennent polluer tout autour. Le danger, c'est que là, en chargeant, ils vont arriver au contact de tout le monde. On voit ces images qui donc nouveau chargement des forces de l'ordre sur place. Oui, tout à fait, mais là, c'est toute la problématique de la charge. Vous voyez, on a l'immense masse des manifestants, et on a cette fusion, cette absorption des black blocs par les manifestants, par le groupe des manifestants. Ce qui vous met dans un embarras. Ce qui nous met dans un embarras, parce que si on va arriver, là on est en début de manifestation, imaginez-vous un seul instant que là on charge, mes collègues chargent, sans aucun discernement possible, mais on va de fait avoir des blessés, énormément de blessés collatéraux. Parmi les manifestants. Parmi les manifestants pacifistes. Et là c'est un problème. Mais là a priori, ils ont dû en interpeller quand même quelques-uns. On en a une centaine d'arrestations. Oui, non, mais là je vois sur les images en direct, là on les a vus recharger derrière. Et là, ils ont dû procéder, dès à présent, ce sont a priori les compagnies d'intervention parisiennes, donc ils ont procédé, je pense, et réussi à procéder à quelques interpellations. Mais ça va être un jeu du chat à la souris. Pourquoi ? Parce que là, on n'est pas non plus dans la configuration de ce qu'on connaissait sur les actions manifestations gilets jaunes, avec plusieurs cortèges, donc une dispersion des black blocs à travers les cortèges et des points bien précis, névralgiques qu'ils voulaient atteindre. Donc là, on savait où les identifier. Que là, ils sont
fondu dans la masse. On l'entendait, hein, votre correspondant sur place le disait. On a le parti politique, le Parti communiste et les syndicats traditionnels, historiques, qui sont à l'arrière. Les gilets jaunes, pacifistes, entre les deux, et devant, les radicalisés, les Black Blocs. Mais ça va être ultra compliqué à gérer toute l'après-midi. Et on voit aussi sur les images que certaines vitrines ne sont pas protégées, on le rappelle. Hein, Dans la diplomatie, elle est naturelle. S'il y a une opposition de la personne à être contrôlée, on tombe le chapeau, je dirais, de la diplomatie dans ces cas-là. C'est on va employer les moyens coercitifs nécessaires au contrôle. Mais c'était nécessaire, ces contrôles. C'était nécessaire. Et la preuve en est faite, même on les a fait en nombre assez conséquent, quand même à l'heure où nous parlons. Il nous reste malheureusement encore beaucoup de casseurs. Et une question technique, quand on lit 9016 contrôles préventifs et 165 interpellations, ça veut dire que sur les 9016 contrôles préventifs, 800 et quelques ont pu repartir normalement. Tout à fait. Même peut-être plus, parce que là, on va considérer aussi dans les interpellations déjà ceux des Black Blocs ou gilets jaunes violents qui s'en sont pris en service d'ordre, enfin au maintien aux forces de l'ordre. Ça, c'était pas préventif. Ça, c'est pas du préventif. Donc là, on fait un global, mais ça prouve bien effectivement que, et ça a été fait cette nuit, je vous l'ai dit, et ça a été fait plusieurs reprises. Il y a très peu d'interpellations par rapport après les contrôles préventifs. Tout à fait. Non, mais parce on a en face de nous des gens organisés, hein, ils arrivent plus avec la tiraille dans le coffre. Hein, ce que disait Alix aussi, c'est vrai, des caches dans les halls d'immeubles sur le parcours. Ils ont des relais. Ils ont des sympathisants ou des Black Blocs habitant Paris qui vont centraliser, qui vont servir de lieu de dépôt. On en a même certains qui sont, pas aujourd'hui parce que les magasins sont fermés, mais qui se faisaient envoyer par voie postale dans un lieu de dépôt pour récupérer. On en a d'autres qui ont positionné leur voiture depuis hier. C'est une guérilla. Garée dans une petite rue perpendiculaire, pas fermé pour que ça puisse servir aux complices, et puis on récupère le matos au même moment. On a d'autres qui planquent ça dans les jardins publics, d'autres qui planquent ça dans les bouches d'égout. Enfin, on a une multitude de... Mais c'est bien pour ça que moi je m'étais fortement agacé quand j'avais entendu un membre du ministère de l'Intérieur, c'est pas un des deux ministres, soi-disant porte-parole, qui avait déclaré il y a quelque temps que les Black Blocs, non, il fallait pas dire les Black Blocs étaient une armée organisée, mais c'est n'y rien comprendre. Les Black Blocs sont ultra organisés. Hier soir, la police a justement interpellé 3 individus, 3 Espagnols, et alors je sais pas si on va pouvoir voir la photo, mais le butin était assez impressionnant. Il y avait des bonbonnes de gaz, des masques à gaz, il y avait même, on pouvait apercevoir une sorte de brassard de police. Non, alors... un insigne en tout cas. Non, c'est l'insigne. Je ne sais pas si on l'a cette photo, si on peut la montrer à l'antenne. Je les ai sur mon portable parce que je peux vous dire, c'est assuré, je l'assume pleinement. Je les ai reçus en direct cette nuit parce que c'est un de mes adhérents qui a fait l'interpellation et qui a fait passer par la nuit. J'étais réveillé au milieu de la nuit avec ces photos. Donc c'est pas des brassards. Donc c'est pas des brassards. Non, simplement ce qu'on voit sont les exécutions police. Et ça permet justement d'identifier ensuite pour les planches photos, ensuite pour la justice. Alors, au départ, on est parti sur 3 Espagnols. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça serait plutôt 2 individus supposés être originaires d'Allemagne et une Espagnole. On aurait 2 hommes et une femme, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Ils ne parlent pas. Ils ont été placés en garde à vue. Ils ont été placés en garde à vue au SAIP, dans le service de traitement du judiciaire sur place, et ensuite ils devraient être pris en charge par la Sûreté territoriale de Paris. On passe à un niveau supérieur. Là, ils avaient tout. Pour casser du magasin, pour tuer du flic. Pire, tuer du flic, parce que la bonbonne de gaz, telle qu'elle existe là, elle va pas servir à alimenter un chalumeau. La bonbonne de gaz, pour moi, ça peut être un engin explosif par destination. C'est ni plus ni moins que ce dont se servaient les terroristes corses à une époque, voire un peu les terroristes basques, mais moins eux, ils vidaient le gaz, ils mettaient de l'explosif à la place. C'est-à-dire, on entoure de ça de produits qui vont permettre la montée en chaleur, dirais-je, de la bonbonne de gaz, avec de fait, derrière, une explosion du gaz. Donc c'est manifestement, là c'est pour ça que j'insiste bien. C'est pour tuer tout court. Pour tuer tout court. Mais oui, mais enfin, là, ils visent d'abord du flic, Ils ont dit quand la banque avait été passée à sac le 16 mars, nous, on n'attaque pas, c'est pas les Black Blocs, parce qu'on n'attaque pas si on savait qu'il y avait des gens au-dessus, on n'aurait pas attaqué. Mais par contre, ils l'ont dit, vous l'avez dit dans vos propos tout à l'heure, ils viennent là, eux, c'est le flic. C'est très clair. C'est pas du tout de quel côté elle va retomber. Ça peut vite partir comme ça. C'est le fil du rasoir, on est sur le fil vraiment là, et exactement. Vous rejoint. Pour le moment, ne dramatisons pas. Personne ne dramatise. Vous avez 1000 fois, moi j'apprécie vos propos, énormément. Parce que aujourd'hui, il faut qu'on relativise, là on est en début. Par contre, on est limite.
Pour le moment, on est encore du bon côté et ça peut basculer de l'autre côté. Et là, on s'aperçoit quand même vous voyez la réactivité des forces de l'ordre. Tout à l'heure, on les a vus reculer pour charger quelques instants après. Et là, ils sont revenus. Et on a vu manifestement procéder à des interpellations. Ça, on l'a pas connu ni le 1er décembre, ni le 16 mars. Voilà, c'est bien pour ça qu'il fallait changer la méthodologie d'application du maintien de l'ordre sur Paris. Le 16 mars, on voyait plus des forces de l'ordre qui subissaient, alors que là, on les voit plus en action au sens où on maîtrise plus en fait la situation et les flux. Oui. Non, mais ça c'est une bonne méthode. Ça, il faut le porter au crédit quand même du ministre de l'Intérieur et de son secrétaire d'État qui ont su écouter les représentants des syndicats dont je fais partie. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.